Bonjour Virginie Dervieux. On se connaît depuis un petit moment parce que vous êtes dans des procédures pour la garde de votre fille depuis des années. Ce qui s'est passé au départ avec vous, c'est que il y avait une séparation. Il y a le père qui avait l'autorité parentale, enfin qui l'a toujours, vous aussi, et lui, il avait des droits de visite et d'hébergement, il me semble, le week-end. Comment est-ce qu'on en est arrivé à une situation où aujourd'hui, vous ne voyez plus votre fille? Tous les liens ont été coupés par la justice au fil du temps. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous retracer quand même les grandes étapes de ce délire judiciaire, en fait? Parce Oui, bon- qu'aujourd'hui, il faut le préciser, on ne vous reproche rien. oui, bonjour Céline, merci pour l'interview. Effectivement, on se connaît depuis un moment déjà. Pour aller un petit peu faire un résumé rapide, au départ, effectivement, le juge aux affaires familiales a été saisi. Le juge aux affaires familiales a constaté que ma fille était très bien chez moi, donc j'avais sa résidence exclusive, sa garde exclusive, et le droit de visite et d'hébergement au papa était extrêmement progressif. On est arrivé effectivement sur un droit de visite, on va dire, classique, une fois tous les 15 jours, moitié des vacances scolaires. D'autant qu'on a une distance kilométrique importante entre nos domiciles. Il faut savoir également qu'il n'y a jamais eu de vie commune avec le papa, donc la séparation, on va dire que il n'y a jamais vraiment eu, hein. Donc là, on s'est retrouvé avec une inversion accusatoire à un moment donné qui s'est déroulée parce que même si le juge aux affaires familiales avait déjà statué, donc il avait établi ce dont j'ai parlé avant, et il a été, pendant ce temps, le papa, si vous voulez, n'était pas satisfait des décisions, notamment concernant, par exemple, le paiement de la pension alimentaire. Il faut savoir que dans beaucoup de dossiers, c'est un point excessivement problématique. Oui, il Là, refusait de la payer, hein, pour être clair. il estimait qu'il n'avait pas à en payer une. Donc, il a commencé à la payer sur les conseils de son avocat en disant oui, oui, mais bon, vous comprenez, ça permettra d'adoucir la justice, etc. Et en parallèle, il a fait un premier courrier au juge des enfants en mentionnant les mêmes choses qu'il avait dites au juge aux affaires familiales. Il a essuyé un rejet, une fin de non-recevoir ferme de la part du juge des enfants qui avait reçu ce courrier, qui a dit écoutez, monsieur, vous êtes déjà en procédure juge aux affaires familiales, donc moi je parlerai maintenant de JAF, ce sera peut-être plus clair pour tout le monde. Et donc, eu égard à cette procédure qui est déjà en cours, et vous avez les mêmes reproches vis-à-vis de la maman, donc moi, donc vous êtes gentil, vous restez devant le JAF. Et il n'y a rien de neuf qui vous permette de saisir le juge des enfants. Donc le père, évidemment, ayant essuyé ce refus, n'était pas du tout satisfait. Il s'est empressé de prendre une avocate dont les méthodes sont plus que douteuses. Elle a écrit une requête au juge des enfants, mais une requête nominative à un juge des enfants qu'elle a choisi. Voilà. Donc, c'est déjà assez surprenant. Et elle a mentionné dans cette requête, elle a utilisé donc les documents issus du lieu de visite médiatisée où donc ma fille voyait son papa au départ, et ce lieu de visite qui donc est supposé rester neutre et impartial. Je dis supposé, hein. Donc on a ici une prise à partie tout de suite par une personne, je le précise, qui n'est pas habilitée, puisque non répertoriée à délit. C'était Et quoi le fondement de cette démarche alors, le fondement de la pour lui, hein? démarche du père, vous voulez dire, Oui, auprès du du juge des père. enfants? Très bien. C'était simplement de dire que potentiellement, je représentais un danger pour notre fille, alors que rien n'avait été établi jusque-là, et au contraire, c'était même l'inverse qui était écrit. C'est là Dans, qu'ils se sont mis à parler de SAP et voilà. compagnie. C'est Voilà. ça, le fameux syndrome d'aliénation parentale. Il s'est appuyé Voilà. sur des attestations mensongères aussi de la part de cet espace de rencontre, donc ce qu'on appelle aussi un point rencontre, hein, souvent dans les dossiers, et qui a simplement établi que, même sans me connaître, même sans m'avoir vraiment vu, sans avoir... Alors, on m'a refusé ce qu'on appelle l'entretien préalable, ça aussi, hein, donc c'est un peu compliqué, sans voir les personnes, sans connaître les personnes, de voir arriver une attestation. Bon, ça, je l'ai su plusieurs années après, hein, cette attestation, je ne l'ai pas vue tout de suite, hein. Cette attestation disant grosso modo que la mère est folle, voilà. Je vous la fais courte, hein. Et que conséquemment, il revient d'appuyer le père, que en fait le point en compte se positionne du côté du père, d'office. Et par là, on a Oui, parce ensuite que lui, il a été entendu par contre.
Oui, tout à fait, tout à fait. Lui, il a eu l'entretien, voilà, ils ont respecté le déroulé classique, il n'y a pas eu de souci de ce côté-là. Mais comme je vous l'ai dit, tout ça, je l'ai appris plusieurs années après. Mais c'est malheureusement très courant dans les dossiers. C'est un fait. Parce que j'imagine que les jugements s'appuyaient là-dessus, puisque derrière, vous allez nous le dire, mais c'est parti un peu en vrille, même complètement. Donc, ils ont dû Oui. s'appuyer sur cette attestation. Oui, alors on faut savoir que tout ce qui est produit par ce qu'on appelle les services sociaux, c'est-à-dire les services qui sont mandatés, que ce soit par le JAF, donc le juge aux affaires familiales, ou le juge des enfants, qu'on peut appeler JDE aussi, par exemple, si vous voulez, c'est toujours, si vous voulez, c'est parole d'évangile. Eux, ils détiennent la vérité, ils sont super, ils savent absolument tout sur nous, même s'ils nous ont jamais vus. Voilà, c'est formidable. En fait, ils ont une espèce de boule de cristal, ils savent tout, tout est établi d'avance, une psychologisation à outrance dans les dossiers, et vous partez là-dessus, en fait. Donc déjà, au départ, vous êtes déjà catalogué, on est déjà sûr que vous êtes potentiellement ce qu'eux écrivent. On a l'impression d'être dans la 4e dimension. Oui, c'est vous qui êtes mise en accusation, et là, on y est encore des années après, là. Voilà, c'est-à-dire qu'on s'opère ce qu'on appelle l'inversion accusatoire, de par le biais de ces écrits de ces services, et qui donc sont mandatés par la justice. Donc, ils ont une délégation de la mission de service public. Donc, normalement, tous les écrits, tout ce qu'ils produisent en justice, et qui n'est pas, en l'occurrence dans le dossier, comme dans beaucoup d'autres dossiers, malheureusement, ça s'apparente ensuite à des faux en écriture publique, parce que c'est mentionné dans des décisions, il y a des extraits de ces écrits qui sont mentionnés, vous avez, voilà, tout ça, donc ce n'est plus simplement un faux en écriture, mais ça devient un faux en écriture publique, parce que c'est utilisé dans des décisions judiciaires. Bon, c'est un petit point de procédure, peut-être sur lequel on pourra revenir un petit peu plus tard. Oui, on va y revenir, parce que c'est ce à quoi sont confrontés beaucoup de parents. On est quand même face à une société où les violences intrafamiliales, c'est très problématique. Tout ce qui est violence sexuelle, sexiste, c'est pareil. On est quand même sur quelque chose qui est effacé par, justement, ce fameux SAP, donc le syndrome d'aliénation parentale, qui permet d'évincer tout ça, qui permet si vous voulez, d'invisibiliser et de décrédibiliser la parole de l'enfant, avant tout, et de la maman, parce que l'enfant va être là comme instrument pour permettre à la justice, en fait, d'enfoncer la maman, quoi. Je ne peux pas dire ça autrement, hein. Et donc, ça s'appelle l'inversion accusatoire, tout simplement. Et dans votre cas, pour revenir à la procédure, donc le juge des enfants a été saisi par le père, alors qu'il y avait déjà une procédure normale sur la garde. Oui, comment ça s'est passé? Donc, au niveau de la procédure, déjà, vous avez été prévenu très tard de l'audience. Vous ne saviez pas exactement pour quelles raisons vous étiez convoqué. Comment ça s'est passé à partir de là? Alors effectivement, moi j'ai reçu une première convocation devant le juge des enfants moins de 48 heures avant l'audience, alors en courrier simple, non pas en recommandé, hein, courrier simple, et sans la copie de la requête du papa, donc qui normalement doit, en assistance éducative, ce que nous appelle donc la procédure juge des enfants, doit figurer avec donc la convocation, parce qu'il faut quand même un petit peu savoir ce qu'on vous reproche à la base, savoir comment vous éventuellement préparer. Disons que dans un état de droit normal, ça pourrait être le cas. Malheureusement, comme je disais, l'état de droit normal, on est très très loin du compte, effectivement. Vous avez été exactement victime de ça. Donc le juge des enfants, ça s'est passé comment? Alors, la première audience, c'était lunaire. C'est lunaire, je ne peux pas vous dire ça autrement, c'est vraiment la 4e dimension. Donc vous arriviez, vous ne saviez pas ce que vous veniez faire là, en fait. Non, exactement. C'est-à-dire que j'ai entendu parler du syndrome d'aliénation parentale à l'audience, en début d'audience, tout de suite. Alors, j'ai en plus eu c'était pas tellement une surprise, hein, mais c'était parce que, à la force de l'habitude, on va dire, de voir le papa de ma fille qui pleurait à chaudes larmes. Alors, c'est-à-dire, quand vous êtes dans la salle d'attente, hein, avant l'audience, voilà, tout se passe bien, il communique avec son avocate, il discute, il est à la limite, il rit, il est tout à fait bien, on va dire. Et ensuite, vous passez le seuil du cabinet de la juge des enfants et hop, miracle, ils font en larmes.
Ouais, Alors, c'est dingue, hein. je ne sais pas, moi, c'est On quelque m'a chose. raconté plein de fois cette scène-là, c'est hallucinant. Et Ah là, oui, pour le oui. coup, ils mettent leur fierté dans leur poche. Ils en sont tout à fait capables. Oui, c'est-à-dire, je pense honnêtement que là, il y a 2-3 questions à se poser, hein. Bon, alors moi, j'entends qu'on m'accuse de folie, on m'accuse de ci, de ça. Je précise que j'ai quand même fourni, il y a eu une expertise psy qui a été faite, qui ne va pas du tout sur ces terrains-là. Des rapports, j'ai fourni des expertises moi aussi de la part Ouais, d'un mais en même psychiatre. temps, ça marche parce qu'il Voilà. a embobiné les services sociaux Ah, exactement comme ça. totalement. Enfin, bon. Totalement, totalement. C'est parti, mais alors ça part en live. Ça s'appelle vraiment de l'immersion accusatoire. Vous rentrez, vous êtes là, et je vous assure que je n'ai pas eu la parole. La juge était positionnée tout de suite derrière le père, et le père qui dit: «Ah, mais je viens de perdre mon papa, il est décédé», et cetera. Alors j'aime bien le «je viens de perdre mon papa». C'est quand même assez spécial parce que son papa était décédé, pardon, plusieurs mois auparavant. D'accord? Bon. Et ensuite, son avocate, il faut dire qu'elle aime bien jouer avec ça parce que son père à elle était malade à plusieurs reprises, était décédé à plusieurs reprises quand il lui fallait des reports d'audience, par exemple. Donc l'audience GAF, revenons-y, hein. Juge des enfants, c'est la juge des Juge enfants. des enfants, pardon, ouais. Alors, cette audience lunaire, vous voyez que, bah, vous êtes pas entendus, vous avez l'impression qu'il y a un scénario qui est en train de se dérouler sous Tout votre à fait, nez, tout à ou fait. quoi que vous fassiez, bah, ça va finir comme c'était prévu et 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 ça s'est fini comment? Vous pouvez nous le Ah dire? ben, moi, j'ai absolument rien compris à ce qui se passait pour la bonne et simple raison que j'avais pas d'accès au dossier, j'avais rien en main, je savais absolument pas ce qui se passait. Bah, vous Je saviez même pas que vous étiez mise en accusation, en fait. C'est ça, exactement. J'avais aucune donnée, en fait. Et ce qui était encore formidable, c'est qu'on m'avait dit de prendre en urgence une avocate soi-disant spécialiste et qui était très bien, etc. Et qui est arrivée, la première parole qu'elle a dite, et que moi, j'ai pas eu le droit de parler, en fait, hein. Faut oublier, le papa, oui, s'est épanché, il y a eu aucun souci. Mais moi, non, hein, parce qu'évidemment, si je parle, ben, forcément, si je pose la question de savoir ce qu'on me reproche, bah, c'est peut-être compliqué de me répondre. Donc là, moi, l'avocate qui m'avait été chaudement recommandée, n'est-ce pas, elle arrive, la première phrase qu'elle dit, elle dit: «Oui, mais madame est d'accord avec tout ce qu'on lui reproche». Et là, j'ai quand même, quand je vous dis que c'est lunaire, que c'est la 4e dimension, c'est pas une vision de l'esprit. Là, j'ai quand même dit: «Mais attendez, c'est bizarre quand même parce que je sais qu'est-ce qu'on me reproche au fait?» Déjà, Là, première chose, ouais. voilà, Mmh. mais pourquoi on est là? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et alors là, j'ai eu droit à des insultes de la juge des enfants. J'ai eu droit à des choses qui sont répétées aussi par la suite, du style: vous vous taisez, si vous vous taisez pas, moi c'est de l'outrage à magistrat. Je vous colle en. Alors je cite, c'est un langage peu châtié, mais je cite donc la juge des enfants. Je vous colle en tôle et vous reverrez plus jamais votre fille, même les week-ends, même voilà, plus jamais. Donc, C'est alors, dingue, hein. faut dire qu'à l'heure actuelle, ils sont quand même arrivés, hein. Voilà, c'était un peu Ouais, c'est ça qui est prémonitoire, grave. hein. Ouais, ouais. Oui, c'est ça. Donc on arrive Mais là-dessus et ça montre qu'ils savent très bien ce qu'ils font parce qu'on peut parler de dysfonctionnement, c'est gentil. En réalité, c'est un système et ils savent très bien, quel rôle ils jouent dans ce système et quels sont leurs moyens, quoi. totalement, totalement. Ils sont, si vous voulez, quand après moi je me suis débarrassée des avocats parce qu'il y a que ça pour avancer, hein, faut le On va en dire. reparler après. Ouais, tout à fait. Donc, il faut comprendre que quand vous allez vous prenez connaissance de vos dossiers, vous regardez, vous voyez en fait tout est écrit d'avance. Tout est écrit d'avance. Dès la requête du père, tout est écrit d'avance. Ce qui est contenu dans la requête, ce que l'avocate du père a écrit, tout ça, c'est un parcours fléché qui va ensuite être suivi jusqu'à l'aboutissement qui est la séparation, la rupture du lien entre la mère et l'enfant. Voilà. Ça, on en est sûr. Vous avez l'inversion accusatoire, elle est, Et mais même après la rupture du lien, ils continuent à mettre on la tête sous continue. l'eau, et à couper Tout les à fait. liens et à maintenir cette coupure. Tout à fait. Donc vous êtes repartis de cette audience au juge des enfants. La décision est tombée, c'était, le placement, chez le père, Pas direct. tout de suite. Non, Non, pas tout de suite? pas tout de suite. On a d'abord eu alors, une étape, ce qu'on appelle intermédiaire, ce qu'on appelle une mesure judiciaire d'investigation éducative. C'est ce qui doit être fait avant l'AEMO pour Mmh. s'assurer qu'une AEMO est adaptée. Alors vous avez une enquête qui est programmée sur 5 mois. C'est-à-dire qu'au bout de 5 mois, normalement, les services sociaux qui sont mandatés doivent rendre un rapport qui doit permettre de dire oui, non, peut-être, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe, voilà.
Et il se trouve qu'au bout de 5 mois, on a, et en parallèle, derrière, la juge des enfants, ordonne également ce qu'on appelle une expertise psychiatrique pour le papa, pour ma fille et pour moi. Déjà, vous aviez la puce à l'oreille, vous disiez déjà, ça tourne pas rond, en gros. Hein. Oui, c'est-à-dire que quand vous recevez déjà la convocation, moins de 48 heures avant l'audience, sans savoir ce qui se passe, vous avez une avocate qui, soi-disant, est là pour vous défendre et qui est là, qui a une bonne réputation, soi-disant, etc., et qui dit tout de suite, non, mais en fait, la maman est d'accord avec tout ce qu'on lui reproche, sachant que vous ne savez absolument pas ce qu'il y a dans le dossier, il y a peut-être un indice. Donc là, déjà, vous avez aussi, il faut savoir que cette avocate, elle a maintenant bureau commun avec l'avocate du père. Voilà. Et donc, les pourparlers, visiblement, étaient déjà en route à ce moment-là. Chose que, bien évidemment, que j'ai appris par la suite. Oui, non, vous savez, une association de cabinets d'avocats, ça ne se décide pas en 2 jours. Hein. Donc là, on arrive à la fin de l'audience, une MJE pour une durée de 5 mois. Au bout de 5 mois, normalement, on est supposé savoir ce qui se passe. Enfin, bref. Et je ne reçois rien, aucune demande d'actualisation, aucune nouvelle audience, il n'y a rien qui se passe, sauf que je reçois une convocation à peu près 10 mois après, pour une audience chez la même juge des enfants, au même endroit, pour le mois de juillet suivant, enfin, donc les semaines plus tard. Et je me dis, là, il y a quand même un problème, et je pose la question à l'audience, je dis, mais comment ça se fait? La MJE était pour 5 mois, normalement, il y avait 5 mois, au bout de 5 mois, oui, on se voit, allez, à la rigueur 6 mois, d'accord, mais là, on se retrouve sur quelque chose qui visiblement a été prolongé, mais pareil, nouveau dysfonctionnement. Là, rebelote, madame, vous vous taisez, sinon je vous colle outrage à magistrat, je vous mets en tôle, et vous voyez plus votre fille. D'accord. Juste parce que, en fait, vous comprenez que si vous posez une question, potentiellement, déjà, votre cas, il est jugé. Voilà, tout est déjà écrit. On n'a pas trop de surprises avec ce qui va arriver. Hein. Donc, évidemment, on arrive ensuite sur une AEMO. Assistance éducative en milieu ouvert, où où les services sociaux font un espèce de suivi de la famille pour que les choses, en principe, rentrent dans l'ordre. Oui. Alors, il faut savoir que, alors, ce qui était tout à fait bizarre, c'est que dans le rapport d'expertise psy, on avait quand même la seule chose que la psy avait relevée, c'est effectivement qu'on était parents séparés, que ma fille ne connaissait pas vraiment son père, puisque son père ne s'était jamais occupé d'elle, tout simplement. Et alors que maintenant, attention, il faut savoir que le père va pleurer devant tous les juges en disant « Ah oui, mais la maman, elle voulait pas, etc. » Je rappelle que j'ai quand même des mails que je lui ai écrits pour lui demander des choses, pour lui demander s'il voulait s'occuper de sa fille, etc. Là, vous vous retrouvez donc avec cette procédure AEMO. Les conclusions, c'est encore la même chose, hein, c'est vous qui êtes défaillante. Tout à fait. Alors, ce qui est toujours sympathique, en fait, c'est que vous avez une éducatrice dont vous apercevez par la suite qu'elle n'est pas habilitée à des lits, voilà, bref. Comme d'ailleurs toutes les personnes qui sont intervenues dans le dossier, si vous voulez, je vous donne tous les noms, hein, c'est pas un problème. Il faut savoir que donc tout ça, ça s'apparente évidemment à des faux. C'est-à-dire que c'est une espèce d'usurpation de titre et de profession, puisque vous avez des gens qui, n'étant pas répertoriés, vont être, entre guillemets, rémunérés par l'État, puisqu'ils vont avoir la mission de service public, qui vont donc être rémunérés par nous. Alors, il faut savoir que c'est ce que je dis toujours, aucune famille n'est à l'abri de ce genre de choses. Rien, ça peut vous tomber dessus parce que voilà, il se passe ça. Et les services qui sont là pour augmenter ce genre de mesures qui vont finir par des placements abusifs. Ouais, j'ai expliqué aussi que c'est un vrai business, tout ça. Tout à fait. Effectivement, ils ont intérêt à augmenter les placements pour avoir plus de subventions et ainsi de suite. Et de manière exponentielle de préférence. Donc, on a cette problématique à la fois, qui est non pas une problématique humaine, mais une problématique financière. Donc, une fois qu'on a compris ça, on comprend très vite que l'enfant n'aura pas son mot à dire, que la maman n'aura pas son mot à dire, et qu'on va se retrouver avec une inversion accusatoire constante. Normalement, une AEMO doit se dérouler à part entière chez chacun des 2 parents. D'accord ?
que les parents soient à 10 km, 15 km, on s'en fiche, c'est pas le souci. Mais le principe, c'est ça. Seulement, et l'enfant, évidemment, doit aussi être écouté. On se retrouve avec une AEMO déjà où ben, ma fille, à l'époque, déjà, elle commençait à s'exprimer, voilà, et elle disait déjà: «Ah mais c'est bizarre parce que, l'éducatrice», donc qu'elle appelait Sabine, hein, c'est son prénom, bah, Sabine, elle vient tout le temps, voir, papa et mamie, parce il y a la grand-mère paternelle aussi qui était là, et puisque le papa habitait chez sa maman encore Mmh. à l'époque, et donc elle disait: «Ouais, mais Sabine, elle vient voir, papa et mamie, quand moi je suis là le week-end, les vacances, tout ça, elle est tout le temps là». On se retrouve avec moi, petit problème, je me dis: «Mais c'est bizarre». Bon, après vous êtes tellement confrontés à des choses qui sont, heu, lunaires, enfin, je ne peux pas dire ça autrement, c'est la 4e dimension. Vous avez Bah, tellement de surtout choses si on qui vous connaît sont pas la justice. D'ailleurs, oui, on va en reparler, hein, mais tout à fait. voilà. Bon, pour revenir à la procédure, pour garder le fil, Mmh mh. comment ça s'est passé, à partir de la fin de l'AEMO qui a été encore à charge, encore avec des défauts en écriture et bon, comment ça s'est passé depuis? Est-ce qu'on peut retracer les dernières années là rapidement en 2 minutes? Mmh mh. Bien sûr. Donc l'AEMO s'est poursuivie quelques années. Voilà, alors ce qui était bien, c'est que l'éducatrice annulait les rendez-vous en me reprochant ensuite dans ses rapports d'annuler moi. Enfin, et après vous avez comme ça quelques années d'AEMO. On arrive en fin septembre 2020 Donc pendant cette et AEMO, votre fille est 2019. à votre garde? Oui, tout à fait. On reste sur quelque chose parce qu'il faut savoir que donc le JAF, le juge aux affaires familiales, était toujours en cours à côté. Mmh. D'accord? Donc, le juge aux affaires familiales a confirmé que ma fille vivait avec moi, que le papa avait un DVH, classique et que, voilà, bon, il est resté sur ses positions. La seule chose que moi j'ai demandé, je suis allée en cour d'appel avec le juge aux affaires familiales parce que j'ai demandé une chose toute simple, qui était le fait de scinder les vacances, scolaires d'été par période de 15 jours et non pas un mois parce que notre fille était petite encore. Ça m'a été accordé, il n'y a pas eu de souci, d'accord? Tout le reste, voilà, ça on va dire que ça a été mis en place. Donc là, vous avez, une visite de l'éducatrice, de la EMO encore qui, toujours au niveau du juge des enfants, qui arrive fin septembre 2020, à la maison chez moi, enfin, notre maison, ma fille et moi, on va dire. Et donc, une visite, qui se déroule, toujours, enfin bon, on s'attend toujours à des choses diverses et variées, et au fur et à mesure donc de l'avancée dans ces années, je me dis: «Bon, ni ma fille qui s'appelle Diane, ni moi ne sommes entendus, il y a personne qui nous écoute», et ma fille me le disait, elle disait: «Mais pourquoi personne ne veut écouter ce que moi je dis? Pourquoi les juges ils écoutent pas ce que moi je dis? Pourquoi moi personne ne m'entend?» Et donc c'est vrai que ça m'a voilà, je me suis dit: «C'est vrai, ma fille, elle a raison», et donc j'ai fait une chose, et ce que je conseille d'ailleurs à tous les parents, faites-le. Toutes les mamans protectrices, faites-le, je vous en supplie, faites-le. Enregistrez les entretiens, enregistrez tout ce que vous pouvez. La moindre conversation téléphonique, enregistrée, et surtout pensez à passer par de l'écrit. Dites-leur, dorénavant, on passe par de l'écrit. Parce que vous avez toujours une preuve qui, je le rappelle, au pénal, l'apport de la preuve est libre. Et ça vous donnera quelque chose en main. D'accord? Parce qu'il faut savoir que la procédure juge des enfants est une procédure orale. Et on comprend mieux pourquoi. Puisque ça va faire que, on va écouter que les services. On peut interpréter puisqu'il y a rien de fixé, quoi. Mmh. On est d'accord. Donc, si vous avez quelque chose en main, ça change. Là, vous allez ensuite avoir, bon, moi je vais enregistrer cet entretien où l'éducatrice vient et on se retrouve, donc on est fin septembre 2020, hein, on est quelques mois avant le confinement, premier confinement de 2021, et on se retrouve avec un rapport de cette éducatrice qui arrive. Mais alors, j'ai appris par la suite qu'en fait, ça avait été sollicité en urgence par l'avocate du père, parce que l'avocate du père sentait qu'en fait, ça pouvait durer des années et que, le placement abusif de ma fille n'était pas garanti.
Donc là, du coup, ils sont entendus avec cette éducatrice, donc Sabine, qui a donc fait ce qu'on appelle un faux en écriture publique. C'est-à-dire qu'elle a écrit un rapport qui a été signé et visé par son chef de service et par le directeur du service AEMO. Les propos qui sont dans ce rapport ont été repris dans le jugement qui a ensuite donné lieu au placement abusif de ma fille. Donc ce jugement, il a pu avoir lieu pourquoi? Parce que, première condition, l'éducatrice, Sabine, a fait un rapport qui n'était absolument pas en relation avec ce qui s'est passé lors de l'entretien, qui n'avait en fait, on voyait que les faits étaient inventés. Là, moi, quand j'ai vu ce rapport, parce que j'ai pu voir ce rapport dans l'audience, je me suis dit: «Mais non, mais là, il y a quelque chose qui ne c'est plus possible, faut arrêter là, faut arrêter. C'est dément». Et là, je me suis dit: «Mais j'ai un enregistrement, finalement, qui prouve les choses» et Oui, j'ai parce été, que en fait, la visite de cette Sabine, vous l'avez enregistrée. c'est ça, j'ai Mmh. enregistré et je précise que l'enregistreur était bien en évidence sur la table du salon. J'ai jamais caché, je m'en fiche. Moi, j'ai besoin maintenant qu'elle voie qu'à un moment donné, maintenant, les choses, c'est plus comme elle pense. Donc on a un rapport qui est donné. Alors qui arrive d'abord, je précise, hein, il y a une procédure très stricte en assistance éducative qui normalement dit qu'avant d'être soumis au juge des enfants, tout rapport, toute note, tout écrit, etc., doit d'abord être soumis dans le cadre de ce qu'on appelle le projet pour l'enfant, PPE, DIPC, etc., aux parents, voilà, et que chacun doit pouvoir donner un petit peu son avis et que ensuite le magistrat, donc le juge des enfants, va être récipiendaire de tout ça, puisqu'il va avoir, si vous voulez, un état des lieux. Là, faut savoir que les services vont s'entretenir souvent avec le papa, n'est-ce pas? Et bizarrement, moi, je suis, amenée à avoir connaissance, de ça, soit à l'audience, mais je n'ai connaissance de rien avant. Ou alors, là, miracle, j'ai eu, on va dire, quelques semaines avant, j'ai pu jeter un œil très rapide à ce rapport. Et là, je dis: «Mais en fait, non». Et on a quelque chose, en fait, qui est totalement l'opposé de ce qui s'est passé ce jour-là, à la maison. Donc lors de l'entretien avec Sabine, l'éducatrice spécialisée, soi-disant. Donc là, on se retrouve avec quelque chose où je me dis: «Mais comment est-ce que je peux faire pour faire entendre la voix de ma fille? Comment est-ce que je peux faire pour dire que là, on est dans quelque chose qui dysfonctionne gravement?» Bah, tout simplement en faisant, faire un PV de constat d'huissier, voilà. Procès verbal de constat d'huissier. Je vais voir un huissier qui est expert près les tribunaux. Je le contacte, je lui explique la situation, je lui explique avoir l'enregistrement, je lui explique avoir rapidement vu en diagonale le rapport de l'éducatrice et de son chef de service et de son directeur de service et je lui explique, grosso modo que, ben, visiblement, il y a un problème. Donc je lui, retrace de mémoire ce que j'avais, pu lire et parce que j'avais pris 2-3 notes. N'avez pas le temps, il faut le savoir, quand vous consultez les dossiers, vous n'avez jamais le temps, vous pouvez pas voilà, ils sont toujours pressés, vous n'avez pas la possibilité, vous n'avez même pas droit à une photocopie, c'est une catastrophe. Comment ça se passe une fois qu'elle remet son rapport d'AEMO? Alors, elle remet le rapport, elle obtient une, audience en urgence auprès du juge des enfants qui, bah, de toute façon, audience à charge contre moi, ça c'est clair, hein, de toute manière, ça c'est sûr, vu le contenu du rapport. Moi, pendant ce temps, j'ai pas, bah, je prépare, si vous voulez, l'expertise avec l'huissier, parce que, ben, il faut aussi qu'il ait le temps, hein, ce monsieur, c'est pas évident. Et donc je me retrouve avec, une décision, un jugement de placement de ma fille chez son père, avec poursuite de l'AEMO au profit du même service qui a fait le faux rapport. Donc eux, Donc là, ils en ont conclu qu'elle allait très bien chez son père, hein, je résume, voilà, mais c'est ça. donc il faut savoir que ma fille a quand même été hospitalisée, donc ils sont venus, ils l'ont arrachée sans que j'aie eu connaissance de la décision avant. Donc ma fille a été kidnappée, c'est une soustraction d'enfant. Je suis désolée, quelqu'un qui vient et qui prend votre enfant chez vous, alors qu'on ne peut pas dire qu'on était d'accord, ma fille hurlait, tous les Ouais, voisins c'est un sont sortis, ils ont traumatisme, hein, toujours. témoigné. Ah oui, non, mais c'était une catastrophe.
Moi, j'ai vu. Alors, le père est venu, il est assisté de cette fameuse éducatrice et du chef de service de cette éducatrice, donc qui avait contresigné ce rapport. Donc là, du coup, on a tous les voisins qui se sont aperçus qu'en fait, on n'était pas du tout d'accord. Donc, on ne peut pas nous opposer ça, hein. Ça, il faut le savoir. On a eu donc la petite qui a été arrachée de mes bras, littéralement, et qui hurlait de terreur. Moi, ces hurlements, je les ai encore, hein. Mais on Je la les entends comprend, elle comprenait pas ce qui se passait, elle encore moins du coup, hein. de toute façon, et d'autant qu'elle avait dit à la juge des enfants, et c'est dans la décision de placement, c'est là où ça devient quand même, c'est ubuesque. On est sur, dans la décision, c'est écrit que Diane, donc ma fille, a dit toutes les violences qu'elle a subies de son père. C'est écrit. C'est écrit. Mais on la place, enfin la juge des enfants la place chez son père. C'est l'agresseur. Mais oui, c'est un classique. Mais oui, mais parce que les services ont dit que c'est bien de le faire. Donc, et là, donc ça, c'était vers 2020. 2021, bah, ouais. C'est-à-dire qu'on a eu comment dire, en plus, ils ont fait ça durant l'état d'urgence sanitaire. Oui. Il y a l'air de se défendre, oui. Oui, on est d'accord que là, il y a un petit problème. Faut savoir quand même que moi, j'étais aussi en confinement à la maison de par mon travail. Donc, ma fille et moi, étant dans le même foyer, on était confinés toutes les deux. Et ils sont arrivés, on n'avait pas de décision, on ne savait pas ce qui se passait, ils ont sonné chez moi. Voilà, boum, allez, on y va. Ah oui, non, très fort sympathique, n'est-ce pas? Non, mais on m'a raconté souvent, c'est des scènes traumatisantes pour les parents à qui j'ai parlé. J'ose même pas imaginer pour les enfants ce que c'est. Ouais. Pour ma fille, c'était une horreur. C'était une horreur. Après, moi, quand j'ai revu ma fille pour la première fois quelques temps après, donc c'était dans le fameux espace de rencontre qui avait de nouveau été désigné par le juge des enfants, le fameux espace de rencontre qui avait fait une fausse attestation pour le père quand lui était, quand ils étaient mandatés par le juge aux affaires familiales, et donc ils ont fait une fausse attestation pour le père pour que le père puisse saisir le juge des enfants. Vous voyez un microcosme en fait, hein. Donc là, on est d'accord qu'il y a de quoi quand même déjà se poser des questions. Donc, alors depuis ce temps-là, je résume parce qu'il faut vraiment qu'on avance, mais depuis ce temps-là, en gros, ils ont fait que réduire le temps où vous pouviez voir votre fille. On est passé de quelques heures à plus rien du tout en fait, hein. En fait, quelques heures, non. Au départ, c'était 1h30 par tous les 15 jours. Après, c'est passé. C'est déjà pas énorme pour une mère à qui techniquement on n'avait rien à reprocher. Il y a pas de violence, il y a aucune plainte. Il n'y a rien éprouvé en fait. Il y a rien. Le dossier est vide, comme beaucoup. Donc là, du coup, moi, je me retrouve comme dit, avec la première visite médiatisée avec ma fille, donc sous surveillance, par les personnes qui ont déjà pris parti pour le père auparavant. Et bon, on se doute déjà que les dés sont pipés, hein, de toute façon. Ma fille arrive. Et maman me saute au cou, et à un moment, elle me dit « Bon, bah, maintenant, ça suffit, on rentre, c'est bon, j'ai assez vu papa, j'ai assez vu mamie, maintenant, on rentre à la maison. Je prends Doudou et on rentre. » D'accord. Et moi, j'ai comment dire, la douleur d'annoncer à ma fille que, ben non, elle ne peut pas rentrer avec moi. Et elle ne sait pas, elle ne comprend pas, elle ne sait pas ce qui se passe. Elle s'est exprimée, moi, elle m'a dit, j'ai dit à la juge des enfants, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai dit ce que j'ai subi, et là, on se retrouve sur quelque chose. Quand je dis que c'est ubuesque, je pense que Ce que les enfants retiennent de ça, c'est que quand ils parlent, ils sont coupés de leurs parents protecteurs. Oui. C'est systématique. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que par la suite, ça se transforme. Déjà, on nous a réduit notre temps ensemble, ma fille et moi, et ensuite, toujours à partir des écrits de ce fameux espace de rencontre, et ensuite, ou même juste un oral, hein, un petit coup de fil à la juge des enfants, voilà, c'était réglé. Et là, on arrive sur quelque chose où ma fille, à un moment donné, elle me dit, quand on est en visite ensemble, elle me dit de toute façon, moi je parle plus parce que voilà, parce que ça va se retourner contre nous, en fait. Voilà, elle le sait. Le pire, c'est qu'elle a raison. Oui, mais elle a compris très, très vite. Elle a compris très, très vite. Elle a constaté aussi que son avocate à elle, son avocate en tant qu'enfant, le côté avocat pour enfants, il va falloir qu'on en discute 2 minutes en assistance éducative. Hein. Donc l'avocate qu'elle a eue devant le juge des enfants, ma fille me dit, mais c'est fou, parce que papa,
il discute avec l'avocate, il n'y a pas de souci, alors que quand ma fille vivait avec moi, donc son avocate m'avait ordonné de ne pas lui parler à elle, qu'elle s'entretenait uniquement avec ma fille. Et donc, ma fille qui me dit après, elle me dit: «Ah mais mon avocate, elle discute avec papa sans problème. Elle lui donne même des bonbons. Elle lui a donné 3 bonbons. Moi, j'en ai eu que 2». Alors là, un enfant, il retient, hein. Je veux dire, Mmh. le coup des bonbons, ça, en général, ça parle. Et là, on arrive ensuite sur, une prolongation du placement abusif chez le papa avec toujours l'AEMO pour le même service, au profit du même service et cetera, par les mêmes personnes. Là, les visites, moi, je suis toujours sous surveillance en visite médiatisée dans la même association, avec toujours les mêmes personnes et avec usurpation de titres et de fonctions, bien évidemment. On est sur quelque chose, quand je dis, c'est lunaire, en fait, c'est lunaire, je ne peux pas dire ça autrement. Et là, on se retrouve avec un droit de visite médiatisé, donc en lieu soi-disant neutre, pas tellement, qui va se réduire comme peau de chagrin, qui va se réduire jusqu'au moment où je vais arriver en mois de décembre à ce que lors d'une visite avec ma fille, je me faisais régulièrement agresser verbalement par les intervenants sur place. Donc là, je ne répondais pas, évidemment. Ma fille étant avec moi, je privilégie la relation avec ma fille, je n'ai que faire de tout ce qu'ils peuvent dire autour. Je n'en ai mais alors vraiment rien à faire. Moi, la seule personne qui compte, qui est importante pour moi et qui le sera toujours, c'est ma fille. Mmh. Donc, j'essaye de la protéger aussi, comme je peux, parce que les provocations sont nombreuses. On va dire que j'avale beaucoup de couleuvres, hein. Comme toutes les mamans, on avale beaucoup de couleuvres à ce moment-là. Je fais du mieux que je peux pour jouer avec ma fille, pour la distraire, pour discuter avec elle, et cetera. Bon. Je lui amène un goûter, je lui fais à manger, voilà, je préparais tout ça en amont. Je venais avec des sacs pleins de choses aussi qui étaient transmises par ses cousins, cousines, par sa famille maternelle, par ses amis qu'elle avait quand elle vivait avec moi. Donc, il me demandait de lui transmettre, bien évidemment, ce que je faisais avec grand plaisir. Et ma fille était heureuse, comme tout, d'avoir ça en main. Évidemment, ça comptait énormément pour elle. Il faut savoir qu'autrement, elle n'avait plus aucun contact avec Mmh. toute sa famille maternelle, avec sa vie avec moi. C'était fini, c'était coupé, c'était mort. Donc là, du coup, on arrive un petit peu, j'avance un peu, et on se retrouve avec le moment où, lors d'une de ces visites, à la fin, moi, je laisse partir ma fille, évidemment, le corps très lourd, et je range, voilà, je range là, parce que attention, je voyais ma fille dans un bureau, hein, il faut s'imaginer. Vous avez un bureau avec un ordinateur, vous avez des chaises de bureau, voilà, et c'est ce qui doit favoriser le lien avec l'enfant, c'est Mmh. ce qui doit favoriser le jeu, et cetera. Il faut savoir que la 3e chaise était toujours réservée à un intervenant ou une intervenante de ce point rencontre, qui n'est pas donc habilité, intervenant qui n'est pas habilité. Et là, je me retrouve avec une agression, en bonne et due forme, de plusieurs intervenants qui étaient présents. Et à un moment donné, je me dirige, moi, vers la porte de sortie de cette structure, et en saluant les personnes, évidemment, on peut rester poli quand même, et je leur demande: «S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'ouvrir?» Parce il y a un système de sécurité. Ils doivent déclencher le système de sécurité pour qu'on puisse entrer, sortir. Donc là, je voulais sortir, je les salue, je leur demande, et il se trouve que non, vous pouvez pas. Et je me suis fait agresser en bonne et due forme, par les intervenants qui refusaient en fait de me laisser sortir, et qui m'agressaient, mais quelque chose de monstrueux, limite des insultes, enfin c'était une horreur. Donc je suis sortie de là, je savais même plus, enfin j'étais profondément choquée, et il se trouve que j'ai pris la décision de m'adresser, à la gendarmerie. Il faut savoir que nous, on est en zone gendarmerie. Donc j'ai appelé, j'ai fait le numéro, j'ai rejoint mon véhicule, je me suis posée, et je suis quand même arrivée à composer le numéro, et je suis tombée sur un monsieur qui était fort sympathique, un OPJ, qui me dit: «Écoutez madame, là, on va fermer. Le temps que vous arriviez chez nous, on va fermer». Il faut savoir aussi que ça, c'est une tactique aussi, hein, de ces espaces, hein. Donc il me dit: «Bon, vous prenez rendez-vous, je vous note, vous venez demain, telle heure, et vous venez déposer chez nous». Très bien. Il me dit: «Si vous sentez la force, sinon, ben, vous nous tenez au courant et on fera ça». Donc
je dors pas évidemment. J'arrive, à l'heure convenue au rendez-vous, j'explique ce qui s'est passé et à partir de là, dès le moment où j'ai déposé cette plainte j'ai donné donc tous les papiers qui prouvent que problème à délit, que dysfonctionnement, que parti Mmh. pris, que et cetera. J'ai tout donné, d'accord? Depuis, fini, alors la responsable du point rencontre écrit à la juge des enfants, sans aucune audience, sans que je sois avisée, sans rien, je reçois une ordonnance qui suspend tout lien entre ma fille et moi. Attention, tant que je ne me serai pas soumise à l'expertise que le point rencontre demande, sachant que je suis folle. Donc, et que potentiellement, donc, je suis un danger pour ma fille. Donc, tout ça part, je le rappelle, des services sociaux. Ce que eux disent, c'est parole d'évangile. Les juges des enfants ne vont pas se poser de questions. Ils prennent ça, ils font, point. Moi, je me retrouve avec une condition sine qua non si je veux avoir un lien avec ma fille. Alors qu'il y en a déjà une, et bon. Et non, mais surtout, c'était pourquoi? C'est parce que et j'ai reçu encore un mail de la responsable de cet espace de rencontre qui me dit: «J'ai avisé la juge, moi, je suspends toutes les visites, il n'y a plus rien qui se passe puisque je sais que vous avez déposé plainte contre nous, donc voilà». Donc Non, mais c'est dingue, c'est pas un motif de. mais oui, mais pour moi, c'est un Donc aveu. là, ils assument carrément qu'ils prennent l'enfant en otage. C'est ça. Pour moi, c'est un aveu. Ils disent: «OK, puisque Bah oui, c'est un aveu, ouais. puisque on va pas attendre qu'une enquête soit menée, on n'est pas neutre, on est partial, déjà, voilà. On est partial dès le départ. On va pas attendre qu'un magistrat se positionne. On va pas éventuellement demander à la juge des enfants, peut-être, de déléguer ça à un autre organisme, une autre structure». Ce qui, pour moi, aurait été un peu logique. Et même la juge des enfants, qu'elle soit avisée de ça, qu'elle se dise: «OK, on va mener une enquête, on va écouter tout le monde, on va faire ça bien, peut-être, et on va donc avoir un autre intervenant là-dedans, une autre structure qui va intervenir». Non, 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 on va croire la première structure qui était déjà intervenue du côté du père, qui va continuer à se positionner du côté du père, et on va rester là-dessus. Et cette structure, elle est intervenue dans la procédure JAF, est donc intervenue dans la procédure juge des enfants, et elle a, à partir de là, vous vous en doutez, fait des rapports extrêmement élogieux à mon encontre. Non, je sais ironique. Et donc, oui, je sais bien, évidemment. Donc là, aujourd'hui, depuis cette période-là, vous n'avez plus de contact avec votre fille, en fait. Alors, j'ai réussi à voir ma fille, allez, on va dire 10 minutes maximum lorsqu'il y a eu l'audience des juges des enfants suivante. Donc, pourquoi? Parce qu'on attendait dans le couloir, on attendait dans la salle d'attente pour rentrer pour l'audience juge des enfants. Il faut savoir que moi, je suis arrivée, à un moment donné, je me suis défendue seule, parce que là, j'en avais plus qu'assez. Oui, bah justement, on va y venir maintenant, en fait. Donc, constatant que la machine ne tournait pas rond, vous avez quand même eu des avocats au début, plusieurs qui ont été défaillants. Hein. Combien vous en aviez eu, vous Je sais plus. Ouais, 5-6 au moins. Hein, Oui, mais je vais vous dire, il n'y en a pas un qui pourra rattraper l'autre. Bah, c'est ça. Et donc, vous avez pris la décision, là où c'est possible, parce que c'est pas le cas partout, de Oui. vous défendre seul. Est-ce que vous avez regretté cette décision? Comment ça s'est passé? Il faut savoir que les mamans protectrices s'appauvrissent énormément. Énormément. Ouais, moi, j'ai calculé que c'est en moyenne 15 000 € par an en avocat, ce genre de procédure pour un seul enfant. Oui, tout pour un seul enfant, oui. Ça peut aller à beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Moi, c'est vrai que j'ai des familles, 10 ans de procédure, c'est 100 000 €, ouais, à peu près, C'est voire ça, plus. c'est ça. Alors, une fois que vous avez compris qu'en fait, en assistance éducative, vous pouvez vous défendre sans avocat. Et ça, c'est bien. C'est bien. Parce que d'un seul coup, vous dites: «Mais finalement, pourquoi est-ce que je paierais quelqu'un qui va m'enfoncer plutôt que de défendre mon enfant et de défendre la parole de mon enfant, en fait». C'est là Oui, d'un parce seul coup, qu'ils écoutent pas leurs clients, non. ils veulent pas froisser les juges, faut le dire quand même, il y a un vrai Oui, tout à problème fait, avec les tout à fait. avocats dans ces domaines-là. On sent que, leur carrière passe avant l'intérêt de l'enfant et que surtout le mot d'ordre, c'est pas faire de vagues, pas faire de vagues,
hein. Surtout pas, surtout pas. Ouais. Alors, hashtag pas de vague, comme dirait l'autre. Donc là, du coup, je vais vous citer une des avocates que j'avais, dont je me suis délestée très, très, très vite, qui me dit: «Ne vous inquiétez pas, vous faites absolument tout ce que je vous dis, vous faites le dos rond aux audiences, vous dites oui, 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 amen, et vous allez voir, j'arrive à vous rendre votre fille». Bien sûr. Donc, alors, je traduis, je dois aux audiences dire oui, 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 tout ce que les services disent de moi est vrai. Donc, Le père potentiellement ne fait admettre rien que de mal. voilà, et quand même, on va me rendre ma fille. Surtout que les services écrivent que je suis dangereuse. Bah non, mais non, mais la logique du truc, quoi. Non, mais déjà là, on se dit, ok, non, peut-être pas. Ensuite, autre avocat que j'ai contacté, cette fois-ci que j'ai pas, voilà, mais juste en discutant, parce que grand ténor du barreau, Strasbourg, bref, qui me dit quand même au téléphone, oui, mais madame, vous comprenez, si moi je vous aide, mais ça, c'est pas possible, parce que vous comprenez, les enfants, c'est quand même notre fonds de commerce. Ah bah Voilà, voilà au moins un peu de vérité dans ce monde de voilà, voilà, mensonges et tout voilà. semblant. Et surtout, bonne journée, hein. Donc là, Mais c'est vrai qu'il y a un truc qu'il faut dire, c'est que c'est des procédures qui durent des années puisque les pauvres parents protecteurs, longtemps, espèrent obtenir justice. Ce qu'ils tout savent à fait. pas, c'est que les dés sont complètement pipés et qu'ils vont dépenser de l'argent en avocats, en experts, en expertise, Mmh mh. en, partie civile éventuellement Mmh quand il y a des mh. violences Mmh. Mmh. sexuelles. Tout Mmh mh. ça pour rien, mais pendant ce temps-là, tout le système vit. C'est un écosystème Oui, qui tout à vit. fait. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que ce qui est bien, c'est qu'en fait, je vais être un petit peu directe. En tant que parent protecteur, on va payer un système qui va nous entuber. Ouais. C'est pas bon, moi, je pense que c'est leur économie circulaire à eux, hein, ça, c'est clair, hein. Ça, voilà, bon, après, c'est une vision personnelle, voilà. Heu, donc on arrive sur quelque chose qui est quand même assez particulier, où, je me retrouve moi en me disant: «Mais en fait oui, j'ai pas besoin d'avocat. Je peux faire sans avocat». Alors la contrepartie, c'est des nuits blanches, enfin de toute façon, moi je dors pas, hein. De toute façon, il faut savoir que, hein, tout ça c'est en boucle, hein. Mais c'est Donc beaucoup de travail quand même. Mmh. c'est un travail, c'est colossal. On n'a pas Moi, j'ai pas de formation de juriste. J'ai fait du droit, mais d'entreprise, des choses comme ça, dans mes études, et ça fait fort longtemps. Donc autant vous dire que j'ai pas de formation juridique, en affaires familiales, en juge des enfants, protection de l'enfance, tout ça. J'ai rien. Moi, je débarque là-dedans, mais je suis une novice totalement. Je me dis: «Mais finalement, est-ce que je vais faire pire que les avocats que je paye?» Il y a peu de chances. Donc, je vais tout faire pour aider ma fille. Tout, 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 tout. Et ça veut dire que c'est une formation. Vous faites une auto-formation, d'accord? Accélérée, évidemment. Et vous lisez, vous lisez, vous lisez, vous lisez. Moi, je précise que je me sers pas d'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle va sonder sur internet ce qui existe déjà, qui potentiellement peut être mis en ligne par des personnes malveillantes. Donc, il faut toujours savoir, ça reste un outil qui peut être utile dans certains cas, mais là, je suis quand même un peu dubitative, voilà, prudente, on va dire. Donc là, En du tout cas coup, c'est pas pire d'après vous que si vous aviez eu des avocats, quoi? ah bah, vu ce qu'ils ont fait, non. Non, non, clairement non. Enfin, je Et pense que pire que ce que les avocats avaient fait, c'était difficile, hein. et du coup, pour, conclure, Mmh. Oui. aujourd'hui, vous avez quand même décidé de contre-attaquer, en dénonçant, hein, donc c'est la plainte que vous aviez déposée. On en est où par rapport à ça? Déjà, il faut savoir que la plainte a quand même, eu des juges qui ont été nommés, Mmh. donc elle a pas été classée et c'est assez rare pour le dire, contre les services sociaux, hein. Alors, dans l'ordre. Donc la plainte dont je vous ai parlé avant, celle-là, je suis sur le coup toujours, mais c'est pas de celle-là, en fait, où on est Ah, partie c'est une civile. autre? Oui, 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 tout à fait. C'est celle qui est fondée sur ce dont on parlait avant, à savoir le fameux procès-verbal de constat d'huissier, qui constate la fausseté du rapport mensonger de l'éducatrice, donc cette fameuse Sabine, n'est-ce pas? Avec son chef de service et son directeur de service. Donc, l'ARCEA Strasbourg, service AEMO, bonjour. Donc là, je précise simplement que cette plainte-là,
Aucun avocat dans le département, dans la région chez moi, n'était prêt à la déposer. L'huissier m'avait contacté en personne, il m'a appelé alors qu'il était en train de rédiger son procès-verbal, son constat, en me disant: Madame Dervieux, il faut absolument que vous preniez ce que je vais vous envoyer et vous allez tout de suite déposer une plainte, c'est gravissime ce qu'ils ont fait. Il est expert auprès des tribunaux. Donc, il sait de quoi il parle, a priori. Donc là, du coup, je me dis, OK, il y a un problème. Donc, je fais dans le barreau local, effectivement, il ne voulait pas se mouiller, quoi. Non. Alors, non, en fait, tous les avocats ici ont été quand même unanimes, tout le monde en chœur. Non, il ne faut pas déposer la plainte parce que vous allez vous mettre les juges à dos, parce que voilà, vous avez l'impression que ce n'est pas déjà fait, enfin, je ne sais pas, que accessoirement, je ne suis pas déjà déclarée coupable avant même qu'il se passe quelque chose. Et là, du coup, ils me disent: oh non, il ne faut pas le faire, faites le dos rond. Oh, ça, c'est une expression qu'ils adorent. Faites le dos rond. Il faut vraiment être conciliant, alors qu'ils rendent quand même la justice au nom du peuple. Il y a un moment, il faut arrêter de rigoler, quoi. C'est ça. Alors là, moi, je leur dis, bah oui, mais non. Et donc, je dis aux avocats, surtout quand je me fais hurler dessus par les avocats que je paye moi lors des audiences. Non, mais c'est mon Dieu. Et là, je dis, bon, ok, stop, ça suffit. Donc, à partir du moment où je leur dis, j'ai cette plainte-là qui est établie, que j'ai besoin de déposer. J'avais déjà rédigé les grandes lignes, j'ai donc le PV de constat d'huissier officiel, tamponné, machin, tout validé. Et je leur dis, j'ai besoin de déposer cette plainte pour dénoncer le rapport mensonger de l'éducatrice qui est le fondement du placement abusif de ma fille chez son père avec poursuite de l'AEMO au profit de ce même service, auteur du faux rapport. Très bien. Là, je me heurte à systématiquement aucun avocat ici n'a le courage, je le dis bien, n'a le courage de porter cette plainte en justice. Systématiquement, on cherche à me décourager. On cherche à me dire, oh oui, mais non, vous comprenez. Non, mais il ne faut pas. Bon, on comprend bien le microcosme, on comprend bien qu'ils ont des intérêts. Aussi que très probablement que cette plainte est un sujet sensible quand même. Un peu plus qu'une procédure lambda, on va dire. Tout à fait. Ça, je l'ai compris après seulement. Vous voyez, dans le feu de l'action, moi, ça, je l'ai saisi au fur et à mesure. Donc, une fois que c'est ça, donc je fais sans avocat, je vais jusqu'en cour d'appel sans avocat, j'obtiens plusieurs annulations de décision juge des enfants. Une décision annulée, c'est une décision qui ne peut plus être utilisée. D'accord ? Elle est frappée d'une nullité perpétuelle. Normalement, ces décisions-là ne peuvent plus être utilisées dans la procédure par la suite. J'ai dit normalement. Dysfonctionnement toujours. Donc là, on se retrouve sur des annulations et je me retrouve, moi, à devoir chercher, et ce que je dis toujours aux mamans, chercher en dehors de votre département, de votre région s'il le faut, mais chercher un avocat en dehors qui n'aura pas d'intérêt personnel, financier avant tout, et qui donc potentiellement sera plus là pour vous défendre. Alors, il faut savoir que ça ne court pas les rues. Non. Non, on va être très clair. Je me retrouve avec, en me disant, ben voilà, je vais sortir de la région, je vais sortir du département, je vais sortir de chez moi. D'accord. Le problème, financier. Ça coûte, mais une blinde, vous n'avez pas idée. Et c'est comme la cassation. Ouais, oui, tout à fait. Mais alors attention, la cassation, tous les parents, quand on vous dit ne faites surtout pas la cassation parce que ça va vous coûter cher, n'oubliez pas une chose, il y a ce qu'on appelle le bureau d'aide juridictionnelle. Et ça, il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser dans toutes les procédures. On ne peut pas vous dire plus que non. Mais demandez déjà. Demandez. Et le bureau d'aide juridictionnelle, il va aussi, au niveau de la cassation, il va aussi à la fois examiner au côté financier et il va aussi tout de suite vous dire est-ce qu'il existe des moyens de cassation. Donc, ça va vous permettre de gagner du temps. Il y a des procédures qui existent. Ce n'est pas parce que les avocats ne vous les donnent pas, ce n'est pas parce que les avocats vous disent que ce n'est pas vrai que c'est le cas. Non, ça existe. Il faut le savoir. C'est bien de rappeler, ouais. Bon, les avocats n'ont jamais intérêt à vous dire que ça existe et qu'ils ne sont pas forcément concernés parce que, oui, mais le problème, c'est que dans ce cas-là, ils ne sont pas payés. Mais c'est comme il y a des intervenants en justice, je ne sais plus le nom, mais qui donnent des conseils très avisés que des avocats payés sont un foutu de données.
Oui, c'est les personnes qualifiées. Les personnes Oui, c'est qualifiées ça. sont des personnes qui sont bénévoles. Comme moi, j'interviens bénévolement dans les dossiers, je le dis tout de suite, je ne suis absolument pas rémunérée et je ne veux pas être rémunérée. Parce que j'estime que se faire de l'argent sur le malheur des enfants, c'est monstrueux. C'est monstrueux. On ne peut pas dire ça autrement. Donc là, du coup, c'est les personnes qualifiées. Les personnes qualifiées sont des personnes qui ont été mises en place par le gouvernement, par l'État français. C'est tout à fait légal. C'est des personnes qui sont là pour faire bénévolement le travail des avocats, si vous voulez. Et souvent, elles le font bien mieux que les avocats. Et c'est pourquoi je me suis aperçue très souvent que, et c'est le cas chez nous, hein, c'est le cas chez nous, parce que bon, j'ai sollicité le conseil départemental chez nous juste de ce point de vue-là. En fait, les personnes qualifiées, elles ont, c'est des choses, elles vont fouiller, elles vont chercher, elles vont vraiment, vraiment faire les choses à fond. Elles vont vous démonter les dossiers, mais les dossiers des services sociaux, ils vont s'en prendre mais plein la tête. Et du coup, les personnes qualifiées, quand elles partent, entre guillemets, en retraite ou qu'elles ne font plus ce travail bénévole, elles ne sont jamais remplacées. Moi, je suis allée solliciter un avocat qui était à Paris, qui m'a coûté mais c'est pas possible, une somme folle, qui donc a accepté de déposer cette plainte. On est passé par une plainte simple auprès du procureur de la République. On a bien suivi toutes les choses. Et j'ai demandé à cet avocat de prendre la précaution de déposer une copie de cette plainte et d'aviser officiellement le juge des enfants. D'accord? Je lui ai donné une copie. Je l'ai introduite dans le dossier. J'ai avisé la partie adverse, donc à savoir le père, qui maintenant, je le précise, prétend ne pas connaître la plainte, bien sûr. Donc, entre-temps, j'obtiens plusieurs annulations de décision. Cette plainte, elle suit son cours. Et moi, je me retrouve avec un juge des enfants, cour d'appel à Colmar, qui me dit un nouveau, qui est parachuté dans le dossier, qui arrive. Et je me fais démonter, mais je ne peux pas dire ça autrement, par la substitut du proc, par l'avocate de ma fille, par l'éducateur qui est là, qui représente la EMO, donc copain de l'éducatrice en question, par une juge juge des enfants, cour d'appel, donc on appelle donc conseillère, pardon. Donc cette magistrate me démonte, elle ne me connaît pas, dès le départ, elle m'a pris en grippe. Si vous voulez, j'ai ce juge qui arrive, qui regarde. J'ai monté mon dossier, j'ai déposé mon mémoire, j'ai déposé mes pièces. Et j'expose les choses, je discute. Le juge me laisse, m'écoute. Et ça, c'est ce qu'on n'a jamais en tant que parent protecteur. On ne vous écoute jamais. Mais jamais, je ne peux pas dire ça autrement. Et ce juge dit, à un moment, je me fais agresser par toutes ces personnes. Et lui, il dit, stop, maintenant on arrête. Moi, j'ai entendu ce que madame, elle a dit. Il y a une procédure pénale qui est en cours. Parce qu'on s'était constitué partie civile entre-temps. D'accord? Donc, je précise, quand je dis on, c'est-à-dire c'est l'arrière-grand-mère maternelle de ma fille, qui est donc ma grand-mère, et mes parents, qui sont donc les grands-parents maternels de ma fille. Donc, on est 4 plaignants dans la plainte, 4 parties civiles, et donc, on l'a déposé entre-temps. Et là, tout ça, je le donne, tout ça, c'est dans le dossier. Le père a transmission des pièces, il sait exactement ce qui se passe. Et là, ce juge des enfants, cour d'appel, Colmar, donc à la chambre des mineurs, dit, ok, moi, vu la gravité des faits, vu ce qui se passe, on arrête. Moi, j'accorde à madame tout ce qu'elle demande. Madame, c'est moi, pardon. Mais j'accorde à la mère tout ce qu'elle demande parce que j'estime que maintenant, madame, et il me le dit droit dans les yeux, il me dit maintenant, surtout, vous sortez de cette audience, vous déposez en urgence une procédure au juge aux affaires familiales parce que votre fille doit être avec vous vu ce qui s'est passé. Je précise que j'avais donné la copie de la plainte pénale avec constitution de partie civile. Donc, le juge a pris connaissance. Il l'a dit, j'ai lu le dossier, j'ai pris connaissance des pièces, effectivement, c'est très grave. Donc, on va dire qu'il y a quelqu'un d'humain. Il y a quand même parmi les juges des enfants, il y a des ça juges. arrive. Ça arrive une fois sur 1 million, c'était cette personne-là. Voilà. Donc là, on se dit, ok. Et là, qu'est-ce que je lui dis à ce juge? Je lui dis, je vous remercie. Seulement entre-temps, puisque le père était prévenu de notre plainte, il a été avisé. Il a déjà déposé une procédure juge aux affaires familiales avec l'appui de ce service qui a fait le faux rapport. Et il demande le retrait de mon autorité parentale. On en est là. Là, voilà. Donc, on en est là. Donc, d'une part, le juge des enfants est sorti des procédures, il n'y en a plus. On a une procédure juge aux affaires familiales qui a été initiée par le papa, donc de ma fille,
sur toujours les mêmes fondements, hein, toujours on garde les mêmes choses. Et surtout, il faut transmettre la procédure juge des enfants au juge aux affaires familiales. Même si on sait qu'il y a un faux dans le dossier, c'est pas grave. Tout baigne. Donc, et en parallèle, on a encore la procédure donc pénale qui est donc initiée pour ce faux en écriture publique, usage de faux, escroquerie au jugement, parce que c'est une escroquerie au jugement, hein, faut le savoir. Et donc ça a été donc déposé. Nous avons eu le feu vert du parquet, donc du ministère public, qui est tombé le jour de mon anniversaire l'année dernière. Et donc disant oui, faut instruire ce que la maman, ce que les parties civiles ont donné dans la plainte est suffisant, il faut ouvrir une information judiciaire. Donc, on a une juge d'instruction qui est nommée dans le dossier, à qui j'ai demandé de rapidement pouvoir être auditionnée en tant que partie civile. Elle a eu la gentillesse de m'accorder cette audition, qui a eu lieu le 2 octobre 2025, donc au tribunal judiciaire de Strasbourg. Vraiment une femme avec qui on peut discuter. Vous voyez, quand je dis, il y a quand même encore des juges, il y a des magistrats qui sont à l'écoute quand même, qui restent humains. Et il faut savoir que cette plainte, au départ, qui a donc été initiée par un premier avocat que j'avais pris sur Paris, l'avocat, au bout d'un moment, a préféré prendre des affaires plus médiatiques, etc. Et donc est sorti du tableau. Moi, j'ai essayé pendant un temps de le faire un peu seul. C'est compliqué, je ne suis pas pénaliste et je ne veux pas commettre d'impair non plus. Tout ce qui pourrait être préjudiciable à ma fille, en fait. Et donc là, du coup, j'ai sollicité un autre avocat pénaliste qui est à Marseille, qui est quelqu'un de très bien, qui est humain, et parce que voilà, le pénal, c'est quand même un domaine d'expertise spécifique, hein. Ouais. Je me débrouille mieux au civil, on va dire, mais le pénal, je suis vraiment encore novice, hein. Donc, on a cet avocat qui a fait plus avancer le dossier en 6 mois que voilà, déjà par mon audition en tant que partie civile. Donc ça, il faut savoir que dans les procédures, vous avez le droit, quand vous êtes constitué partie civile, peut-être on y reviendra après, vous avez le droit d'être entendu. Vous pouvez demander à être entendu, et c'est d'ailleurs, il faut le faire. Donc après, vous avez le droit de faire des demandes d'actes de procédure aussi, mais c'est pour ça qu'un avocat, c'est bien, parce que quand moi, j'ai fait les demandes d'actes perso, ça ne m'a jamais été accordé. Je n'ai même pas eu de réponse. Oui, non, mais c'est clair. Pour la plainte qui est en cours, ce qu'il y a à dire, c'est que de toute façon, on ne va pas lâcher, ça de toute façon, qu'elle est en ce qu'on appelle une instruction d'une information judiciaire, donc aux mains de la juge d'instruction. Je précise juste que j'avais fait quand même des courriers au doyen du TJ de Strasbourg, tribunal judiciaire, pour lui préciser que il était peut-être fort souhaitable, dans l'intérêt de mon enfant, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, comme le dit classiquement l'expression, que la juge des enfants à qui j'avais eu affaire avant, qui m'a agressé lors d'une audience, et dont j'avais obtenu l'annulation de décision, justement, qui a donné lieu ensuite à la fin de la procédure d'assistance éducative d'intervention du juge des enfants. Donc, j'ai quand même demandé au doyen que cette juge des enfants, qui avait donc ensuite été mutée en tant que juge d'instruction au tribunal judiciaire de Strasbourg, ne puisse pas avoir connaissance de notre plainte. Elle ne s'en occupe pas. Donc, on se retrouve maintenant aussi en procédure, donc juge aux affaires familiales. Il faut savoir qu'on a eu une audience à la cour d'appel de Colmar le 23 mars 2026. Il faut savoir que là, j'ai été avec cet avocat pénaliste qu'on a donc au niveau de la juge d'instruction, donc au niveau de ça. Donc, il m'a accompagné à cette audience, et l'audience était, en fait, c'était mon procès. Voilà. Ah oui, ça a recommencé, quoi. Ah oui, mais ça, non, en fait, c'était la continuité. Je ne peux pas dire ça autrement, c'est la continuité. C'est bon, ils sont fidèles à eux-mêmes. Et là, ce qui était bien, c'est que en fait, mon avocat est arrivé en disant, mais attention, vous avez été trompé, vous avez été escroqué, il y a un faux, il y a une instruction judiciaire en cours, faites attention. Pour Diane, donc pour ma fille, pour la petite, c'est pas bon ce qui s'est passé, vous avez été trompé, il y a eu quelque chose de mauvais, il faut absolument commencer à vous poser des questions. Il faut vous dire que peut-être il faut revenir en arrière et commencer à vous poser des questions, faire ça. Et bon, moi j'ai vu les juges aux affaires familiales qui étaient quasiment en train de rire pendant que mon avocat parlait. Et après, l'avocat du père a eu la parole.
Et elle a été écoutée religieusement, les juges étaient très attentifs, enfin c'était voilà, on voyait la connivence était évidente. Ça, c'est clair. Et elle a eu une oreille plus qu'attentive, hein. Donc voilà. Bon après, on attend, on va voir ce que ça donne Ouais. et sachant que je me fais très, très peu d'illusions, hein. Très, Oui, très peu. là, vous êtes déjà en train de vous préparer pour la cassation. Déjà et peut-être pour d'autres procédures, je le rappelle, il existe des procédures qui sont légales, qui existent et que vous pouvez mettre en œuvre en tant que parent protecteur, en tant que maman protectrice, vous pouvez le faire, mais les avocats vous le diront jamais et même, ils vont aller jusqu'à vous déconseiller de le faire si vous voulez le faire. Mais il faut savoir Oui. que la plupart de ces procédures ne nécessitent pas d'avocat. Merci pour cette interview et c'est toujours intéressant d'avoir retracé comme ça un parcours judiciaire délirant parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont confrontés à ça, qui mettent parfois du temps à comprendre que la justice ne joue pas en leur faveur. Est-ce que, pour terminer, vous auriez des conseils, un mot à dire aux autres parents qui sont en train de se lancer, d'être pris dans ce genre de procédure? Ouais, qui parfois le sont depuis, très longtemps. Aussi, ouais. Hein, voilà, non, trop longtemps, on va dire, beaucoup trop longtemps. Donc là, du coup, conseil, 1er conseil, ne lâchez jamais rien. Ne lâchez rien, continuez, battez-vous, 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 battez-vous avec tout ce que vous avez en main, tout ce que vous avez. C'est positif pour vos enfants. Faites-le, continuez de vous battre. C'est vrai Jamais, qu'il y en a jamais. beaucoup qui hésitent parce que justement, on leur dit: «Attention, vous allez froisser les juges, ça va être pire que mieux». C'est pas vrai. Nous Mais non, d'expérience, nous qui accompagnons, les parents, on sait que moins ils réagissent, plus ils vont se faire enfoncer vite c'est ça, c'est et ça, fort. c'est ça. Mmh. Alors que, bon, je rappelle aussi l'importance du pénal. Quand vous engagez une procédure pénale, on va vous le reprocher. Je le sais, je suis dans ce cas-là, d'accord? On va vous le reprocher. La première chose qui va vous être dite aux audiences, et je le sais, l'audience dont je parlais avant, du 23 mars 2026, première chose qu'on nous dit, c'est, grosso modo, lâchez votre plainte pénale. On me l'a dit, hein, on me l'a dit à je ne sais pas combien d'audiences, juge des enfants, juge aux affaires familiales, on me l'a dit je ne sais pas combien de fois et plusieurs fois, donc ça c'est limite du harcèlement même. Et on vous dit lâchez le pénal, lâchez votre plainte pénale. Et peut-être qu'après on va vous écouter. Oui. Alors le peut-être qu'après on va vous écouter, non, en fait non. Et les intimidations, dire non, non, vous êtes obligé de lâcher. Si nous, on a une plainte pénale, il faut savoir que nous, on a initié la procédure. On est, si vous voulez, les premiers chez moi, dans le département, dans la région, à faire ça. D'accord? Le À Grand avoir Est, hein, été la aussi, région. ouais, Mmh. à avoir été aussi loin. Mais il faut savoir que du coup, on a d'autres familles qui commencent à se réveiller derrière. Je connais une maman d'ailleurs qui a aussi s'est constituée partie civile, a déposé la plainte avec les mêmes personnes, les mêmes faits. Enfin bref, c'est un truc de fou. Et là, elle a reçu une convocation d'une autre juge d'instruction dans le même tribunal pour être auditionnée aussi à son tour. Mmh. En tant que partie civile, en tant que maman et partie. Donc Alors, vous demandez toujours au pénal, vous ne lâchez pas le pénal. Vous faites tout ce que vous pouvez pour avoir des écrits. Toujours, vous passez par les écrits. C'est important. Ça vous laisse aussi le temps, vous, de réfléchir, de vous poser, de ne pas être pris dans le feu de l'action, de voir un petit peu avant tout, ce qui est bon pour vos enfants. OK? Ça, c'est très important. Ensuite, vous faites des enregistrements, vous enregistrez tout. Vous allez avoir des heures d'enregistrement, peu importe. D'accord? Peu importe. Et si quelqu'un vous dit que vous n'avez pas le droit d'enregistrer, bah écoutez, on va se retrouver devant le pénal de toute façon. Donc voilà, c'est comme ça. Mais vous le dites pas, évidemment. Moi, je vous le dis comme ça, mais ça, il faut pas le dire. ouais, faut anticiper, ouais. Toujours, toujours. Il faut toujours se dire que, comme vous le disiez avant, les dés sont pipés. De toute façon, les dés sont pipés à l'avance. Il faut maintenant se dire, ok, maintenant je me défends. Je me défends. En me défendant, je défends mon enfant, en fait. Voilà, je défends mon enfant. Pour défendre mon enfant, il y a des procédures qu'il va falloir utiliser. À un moment donné, tous les avocats vont dire oui, le pénal, ça sert à rien. Ah oui, ben si le pénal servait à rien, moi je pense qu'on aurait encore le juge des enfants dans le tableau. Voilà, petite réflexion personnelle. Mais on refera sûrement une interview pour suivre votre procédure et puis aussi Avec plaisir. parler procédure parce qu'effectivement il y a pas mal de choses à dire.
Oui. On va terminer cette interview parce qu'on va essayer de garder un timing raisonnable. Je vous laisse le mot de la fin, Virginie. Est-ce que, voilà, vous avez un dernier mot à dire éventuellement à Diane ou à d'autres mamans? Ouais, alors déjà pour ma fille, merci beaucoup, c'est gentil. Merci pour ma fille. Diane, maman, elle t'aime de tout son cœur. Maman, elle va toujours faire tout pour toi. Et je te fais d'énormes bisous, d'énormes câlins. Et tout le monde t'attend ici, tout le monde, tout le monde. D'accord? Tes chats, tes lapins, tout le monde, voilà. Et ta chambre, elle est prête avec les papiers peints que tu m'as demandé, un papier peint différent sur chaque mur, il n'y a pas de problème, c'est fait. Tout est nickel. Les peluches sont là, tout le monde. Tes copains, ils t'attendent. Ouais, tout le monde est au garde à vous, exactement, exactement. Tes grands-parents t'aiment énormément. Papounanou, il t'aime. Louis, Eva, ta marraine, ton parrain, tout le monde. D'accord? Tout le monde t'aime, tout le monde t'attend. Pour les autres parents, battez-vous. Dites à vos enfants par tous les moyens que vous les aimez. Passez par, comme moi, le système de l'interview. Écrivez, sollicitez les journaux, faites des communiqués de presse. Allez-y, plus vous allez faire du bruit, plus le problème des placements abusifs d'enfants va être entendu. Plus nos enfants seront entendus aussi. D'accord? Parce que les violences intrafamiliales, ça en fait partie, mais c'est aussi de la maltraitance institutionnelle, ce que nos enfants subissent, ce que nous on subit. Et ça a été dénoncé par un rapport de l'ONU très récemment d'ailleurs. Il y a des choses, il y a des moyens qui existent, il y a des choses. Ne lâchez pas, battez-vous. Si vous avez besoin d'aide, vous allez trouver de l'aide chez des personnes qui sont comme vous. Voilà, qui sont dans le même cas que vous. Pas forcément des juristes, des gens qui vont vous demander déjà du pognon. On a déjà, quand on commence par vous dire ah bah ça fera tant, ok, bon, c'est d'accord, ok. Tout travail mérite salaire, on est d'accord, ça je suis bien d'accord, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais là, on n'en est plus à ce stade-là. Là, on est sur quelque chose où le financier domine et le financier, c'est le problème en fait. Le financier est le problème. Il fait partie du problème. Il fait partie de ce qu'on appelle les placements abusifs. Peut-être on reviendra un jour sur le fonctionnement de ces structures, sur comment ils sont rémunérés, où nos impôts, nos taxes passent pour, en fait... c'est le système dont on parlait tout à l'heure, hein, cet écosystème où tout le monde vit en fait sur des parents qui se font dépouiller au fur et à mesure des années dans des procédures où ils font que s'enliser. En fait, c'est des sables mouvants. Ah oui, clairement. Et on en est rendu aujourd'hui à parler de présomption d'innocence pour les victimes et les parents protecteurs, parce que c'est vrai que c'est eux qui en prennent plein la figure, c'est eux qui sont attaqués et c'est ubuesque en vrai, quoi. Alors, ce que je vous disais l'autre fois, effectivement, la présomption d'innocence, quand vous allez au pénal, n'importe où, on va vous opposer ça. D'accord? On en entend parler dans tous les faits divers, on va en entendre parler. On va dire oui, la présomption d'innocence, c'est sacré, c'est un principe fondamental du droit français. Il faut absolument, voilà, on ne peut pas juger avant. D'accord? Sauf que nous, on a des gens qui sont juges et partis. Et nous, la présomption d'innocence, clairement, elle n'existe pas. Donc, moi, ce que je voudrais savoir, c'est si la présomption d'innocence existe pour les gens qui sont mis en cause dans les plaintes, qui sont mis en cause dans les procédures pénales, qui peut-être ont fait des choses graves, pourquoi cette présomption d'innocence, nous, en tant que maman protectrice, elle n'est pas pour nous? Pourquoi on nous la refuse d'office? Pourquoi on ne peut pas, nous, avoir cette présomption d'innocence? Parce que, finalement, on est accusé avant même de savoir ce qui se passe. On est mis au banc des accusés. Le but étant, alors comme je le disais à l'éducatrice, la fameuse Sabine avant, je lui disais une fois, je lui ai dit, quand on s'était vu à la maison, je lui ai dit, mais on est d'accord que de toute façon, votre but, c'est bien le placement abusif de ma fille. Elle a quand même eu la gentillesse, pour pas dire le culot, de me répondre, non, pas du tout. Vu qu'elle commettait un faux en écriture derrière l'autre, comment... Je sais pas. Mais non, mais sérieusement, faut arrêter de se moquer des gens, quoi. Faut arrêter de se moquer des gens. On reparlera en tout cas de ce système, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire. Les choses avancent parce que la prise de conscience avance. En tout cas, merci Virginie d'avoir pris ce temps-là. Je vous dis à bientôt. Et courage à tous les parents, courage aux mamans. Les enfants, on se bat pour vous. Vos mamans, elles se battent pour vous. Croyez en nous et ne vous laissez pas démonter. Voilà. Restez droit dans vos bottes, restez avec les valeurs que vos mamans vous ont données.
que nous, on a hérité de nos parents aussi, qui sont des valeurs qui sont conformes à la République, qui sont des valeurs de résistance aussi. Il faut que vous alliez dans ce sens-là. Voilà. Battez-vous aussi. Mais pas littéralement, ne vous faites pas taper dessus, évidemment. Mais sachez que vos mamans, on est là pour vous. D'accord? Et Diane, maman, elle est là pour toi. Je t'aime très fort. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Merci.